France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, un jour entre la Chine et Taïwan ce soir. 祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心。 Alors j'espère qu'on a pris le bon morceau, mais théoriquement, ce que ça dit, c'est la Chine sera certainement réunifiée et tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan devraient être liés par un objectif commun et partager la gloire du rajeunissement de la nation chinoise. C'est bien sûr Xi Jinping qui parle. Bonsoir Frédéric Lemaître. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant du Monde à Pékin. Vous sortez 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, publié chez Talendier. Dans un instant, on rejoindra Sébastien Berriot, qui est notre correspondant, nous, à Pékin, qui est à Taipei en ce moment. Ce qu'on vient d'entendre, Frédéric Lemaître, de Xi Jinping, à moins de 10 jours maintenant, il réitère donc son souhait d'unifier, j'allais dire de réunifier, mais au fond non, d'unifier la Chine donc avec Taïwan. Et pourtant, je me suis demandé en préparant cette émission et aussi en vous lisant si cette imminence d'une guerre contre Taïwan, si ce bruit-là était surtout une vision très européenne ou très occidentale, en tout cas des vues de Xi Jinping. Oui, alors d'un côté, Xi Jinping menace effectivement d'une réunification, comme il dit, et alors qu'effectivement... Ce qui est impropre puisqu'il n'y a jamais eu d'unification. Que la République populaire de Chine n'a jamais inclus Taïwan. Donc le terme effectivement n'est pas neutre. La menace est-elle imminente? Les Taïwanais ne le pensent pas. Pour de mauvaises raisons. D'abord parce qu'ils ne croient pas du tout la propagande communiste, et aussi pour de bonnes raisons, parce qu'ils voient bien que la Chine n'est pas prête, que Xi Jinping est quand même plus prudent qu'il ne le dit, et qu'ils espèrent aussi que le parapluie américain les protège. Vous allez quand même jusqu'à dire qu'il y a fort à parier, je vous lis, que Xi Jinping n'a aucune envie d'envahir Taïwan, et notamment effectivement pour pas risquer une confrontation avec les Américains, et même, dites-vous, pour pas se mettre à dos une partie du chinois. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant quand même, parce qu'on est dans une dictature de ce côté-là. Et malgré tout, Xi Jinping a peur de se mettre à dos une bonne partie des Chinois. Ah oui, l'opinion publique compte en Chine. Et alors pour les Chinois, Taïwan, c'est la Chine, mais les Chinois ne se lèvent pas le matin en disant vivement qu'on réunifie Taïwan pour qu'on devienne un grand pays puissant et moderne. La Chine est déjà un pays puissant et moderne. Ils savent très bien que s'ils reprenaient Taïwan, ça ne changerait rien à leur vie quotidienne. Au contraire, même une guerre contre Taïwan ne peut que menacer la croissance économique, et ça, Xi Jinping le sait très bien. Et ça coûterait en vie aussi, parce qu'on a fait ce genre de calcul-là. Est-ce que c'est venu jusqu'aux Chinois de la Chine continentale? Est-ce qu'ils se disent, mais là aussi, de toute façon, en termes de pertes humaines, ce serait quelque chose d'extrêmement important? Alors, les experts ont fait le calcul. Les experts, oui. Est-ce que c'est 2 millions, ils disent, hein? Alors, c'est un expert taïwanais qui dit 2 millions. Il dit les Américains ne sont pas intervenus à Taïwan quand Taïwan était occupé par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils avaient estimé que ça leur coûterait au moins 500 000 hommes. Et maintenant, avec nos capacités de défense, ça coûterait au moins 2 millions d'hommes à l'armée chinoise. Ça, les Chinois ne le savent pas. Mais je pense que les Chinois, pères ou mères de famille, qui ont maintenant un enfant unique, n'ont aucune envie de le perdre pour aller combattre à Taïwan. Combattre à Taïwan ne leur apporterait rien. Et c'est combattre d'autres Chinois aussi. Il y a des liens humains très forts entre les deux côtés du détroit. Donc franchement, personne n'a vraiment envie de faire la guerre dans la population, que ce soit à Taïwan, bien sûr, mais même en Chine. Donc ce qu'on a entendu de Xi Jinping là, ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse vraiment aux Chinois? Est-ce que c'est à nous que ça s'adresse, donc pour entretenir cette idée, méfiez-vous de moi ou arrêtez-moi ou je fais un malheur? Ça s'adresse aux deux, ça s'adresse, je pense, aux États-Unis, mais ça s'adresse aussi aux Chinois. La propagande insiste beaucoup sur le renouveau de la nation chinoise et donc sur la nécessaire réunification qu'il met au cœur de de ce renouveau. Ce qui est assez bizarre parce que en privé, certains responsables chinois reconnaissent que, au contraire, une guerre contre Taïwan remettrait en cause le renouveau de la nation chinoise. Il y avait même une date, à un moment, je me souviens, parce qu'on en avait beaucoup parlé. On avait parlé de 2027. On a fixé cette date à peu près au moment du début de la guerre en Ukraine, si je me souviens bien, en
en mettant en plus, en disant en plus, oulala, cette guerre en Ukraine, elle est en train d'expliquer aux Chinois que ce sera pas si simple que ça s'ils décident d'aller voir Taïwan. Ça sortait d'où? Est-ce que c'est toujours dans l'air, cette histoire de 2027, ou est-ce qu'il faut l'oublier? Non. Alors, Xi Jinping n'a jamais donné de date précise. Ouais. Mais il a demandé à l'armée populaire de libération d'être prête en 2027 pour éventuellement mener une guerre contre Taïwan, d'être une grande armée moderne. Et 2027 correspond au centenaire de la création de l'armée populaire de libération. Donc voilà, ce serait une victoire symbolique, si victoire il y a. Mais lui-même n'a jamais donné de date, et les experts taïwanais disent que l'armée chinoise ne serait pas prête de toute façon avant 2030 et 2035, et le désordre qu'il y a actuellement au sein de la direction de l'armée chinoise confirme ces prédictions. Je voudrais qu'on y aille justement à Taïwan, à Taipei, retrouver Sébastien Berriot. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir Fabienne. Merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir veillé Sébastien, parce que, et alors Frédéric Lemaître dit oui avec la tête parce qu'il a l'habitude, lui aussi j'imagine que son journal l'appelle à les heures indues. Pardon, mais merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes donc à Taipei, on va suivre vos reportages avec beaucoup d'intérêt. Et il faut nous expliquer Sébastien, en gros il y a deux visions qui s'opposent dans cette élection sur les liens avec la Chine très précisément. Oui, avec d'un côté William Lai, le candidat DPP, grand favori de cette élection, actuel vice-président qui défend le principe d'une nation taïwanaise. Ce que dit le DPP, c'est qu'il faut maintenir le statu quo. Une déclaration d'indépendance ne servirait à rien, puisqu'aujourd'hui, Taïwan est déjà indépendante dans les faits, avec sa monnaie, sa police, son armée qui assure l'intégrité du territoire. C'est presque la définition d'un État. Le DPP affirme qu'il faut tout faire pour maintenir cette situation le plus longtemps possible, défendre le caractère démocratique de Taïwan et en même temps se préparer à faire face aux menaces militaires de la Chine grâce à des liens crus avec les États-Unis. Sur le plan économique, on sait que Taïwan reste dépendante de la Chine. Le parti de William Lai souhaite un changement radical sur ce point, se tourner vers d'autres partenaires pour ne plus dépendre de Pékin, qui régulièrement d'ailleurs utilise l'arme économique pour faire pression sur Taïwan. Ça, c'est la vision du DPP. En face, il y a le Kuomintang, ancien parti unique, deuxième dans les sondages, avec son candidat Rouyoui. Et là, on est à l'opposé. Ce que préconise le Kuomintang, c'est d'instaurer des relations de bon voisinage avec la Chine, relancer les affaires avec Pékin, tout cela pour faire baisser la tension, réduire le risque de guerre. C'est pour ça qu'on qualifie souvent le Kuomintang de parti pro-chinois dans cette élection, même si ce n'est pas tout à fait ça. Rouyoui, le candidat, considère ouvertement que la Chine représente une menace, mais avec des relations cordial, il fait le pari de la paix et de la prospérité économique. Et puis il y a le troisième candidat, Ko Wen-je, ancien maire de Taipei. Son parti affiche une position centriste, intermédiaire, en faveur de relations économiques avec la Chine, mais sans perte d'autonomie. Ko Wen-je, qui est quand même classé comme plutôt proche de Pékin. Il avait notamment estimé que Taïwan était culturellement plus proche de la Chine. Et alors vous nous l'avez expliqué, Sébastien, le grand favori c'est donc William Lai. La Chine le présente comme un indépendantiste parfaitement radical. Il y a une part de vérité là-dedans ou pas ? Alors d'abord, les Chinois ont toujours tendance à exagérer lorsqu'ils parlent du DPP. C'est vrai que William Lai est souvent présenté à Pékin comme un homme dangereux, un partisan convaincu de l'indépendance, mais c'est aussi, il faut quand même le dire, un homme qui s'est assagi pendant le deuxième mandat de Tsai Ing-wen, notamment sous la pression des États-Unis qui ont fait comprendre à William Lai qu'une indépendance de fait était possible, mais pas une indépendance de droit, beaucoup plus risquée vis-à-vis de Pékin. S'il est élu, on s'attend à une certaine continuité avec peut-être quand même quelques mesures symboliques pour se démarquer de la Chine, comme par exemple l'abandon de la peine de mort. Sébastien Berriot, merci beaucoup. Vraiment, vous pouvez aller dormir. On aura l'occasion de se reparler très très bientôt. Frédéric Lemaître, jusqu'à quel point on sait et jusqu'à quel degré surtout Pékin a mis son nez dans ces élections-là ? On a bien vu, on l'a vu partout, que TikTok avait fait son œuvre beaucoup, mais jusqu'à quel point ? Alors, jusqu'à quel point, ce qu'on ne sait pas, c'est évidemment c'est l'efficacité de cette campagne. Mais Pékin est partout. D'abord,
Pékin, notamment à cause des manœuvres militaires autour de Taïwan depuis 2022, s'est imposé au centre de la campagne et a imposé sa thématique qui est reprise par le Kuomintang, comme l'a dit Sébastien. C'est voter pour le DPP, c'est voter pour un risque de guerre. Voter pour nous, Kuomintang, c'est pour la paix. Donc cette thématique chinoise est au cœur de la campagne. Deuxièmement, il y a effectivement sur les réseaux sociaux, je veux dire, Taïwan est, d'après les instituts internationaux, l'endroit de la planète où la désinformation est la plus importante. Ce qui est tout à fait passionnant de voir, c'est que la société civile taïwanaise réagit également très fortement à ça et se mobilise contre ça. Et pardon, finissez, pardonnez-moi. Et troisièmement, Pékin influence, comme l'a dit Sébastien, aussi sur le plan économique. Quand ils disent, écoutez, si vous votez pour le KMT, et vous pourrez exporter vos produits en Chine, si vous votez pour le DPP, on les bloquera. Quand vous êtes agriculteur, que vous produisez des ananas et que votre principal marché, c'est la Chine, évidemment, vous êtes tenté de voter. Donc oui, la Chine intervient dans la campagne. Donc ça veut dire qu'il y aura rétorsion si c'est William Lei qui gagne, par exemple, rétorsion économique notamment, ne serait-ce que ça, si je puis dire, mais enfin, ne serait-ce que c'est parfois il y aura des mesures de rétorsion économique, mais jusqu'à présent, la Chine n'a jamais vraiment totalement bloqué les exportations taïwanaises parce qu'elle dépend énormément, elle aussi, du commerce avec Taïwan, notamment pour les semi-conducteurs. Ce qu'on pressent en vous lisant et avant ces élections-là, c'est que au fond, ce que voudrait Pékin, c'est une sorte d'assimilation douce, en comptant notamment sur un certain nombre de cadres, peut-être d'élites, comme d'ailleurs ça s'est fait après les manifestations effectivement à Hong Kong, et que cette assimilation, elle se fasse sans guerre, en misant peut-être sur les plus âgés. Est-ce que c'est Pékin qui se berce d'illusions là-dessus, ou est-ce que c'est possible, en effet, cette idée-là ? Je crois que Pékin se berce d'illusions. Actuellement, les sondages montrent qu'il y a 3% de la population taïwanaise qui a envie de devenir chinoise demain matin. Voilà. Donc, c'est rien du tout. La plupart veulent le statu quo. Ça veut dire, on ne meurt pas pour Taïwan quand on est chinois, mais on meurt pour Taïwan quand on est taïwanais, c'est la question, mais je pense que les nombres de Taïwanais sont prêts à se défendre, seraient prêts à se défendre en cas d'attaque de Pékin, c'est évident. Bon, les élections, c'est samedi, on suit ça avec beaucoup de plaisir et on vous lit surtout avec beaucoup de plaisir 5 ans dans la Chine de Xi Jinping qui va bien au-delà évidemment de ce qui nous préoccupe en ce moment. Vous racontez vraiment vos 5 ans. J'ai quand même une curiosité, est-ce que vous êtes toujours considéré comme un journaliste possédé par l'obsession démoniaque de critiquer systématiquement la Chine, Frédéric Lemaître ? Mais... Et vous en êtes fier ? Je pense malheureusement que l'ambassadeur de Chine à qui l'on doit cette citation fleurie n'a pas changé d'avis à mon égard et je ne suis pas sûr que le livre l'incite à changer d'avis. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup. C'est publié chez Talendier, 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, signé Frédéric Lemaître. Merci beaucoup. Merci. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde en Colombie, derrière cette brigade de policières qui essaie de lutter contre les féminicides, la brigade pourpre. Pour aller jusqu'à 19h, la bande habituelle, c'est vous d'abord, Kevin Dufresne, sous les radars. En RDC, avec la réélection confirmée, mais toujours contestée du président Tshisekedi. Le monde à 18h50, c'est vous, Franck Matvon. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. Israël semble avoir de plus en plus comme stratégie officielle la relocalisation des habitants de Gaza. Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. On part d'un film de survie dans la neige, 2 mois et 12 jours à attendre les secours. L'histoire vraie des survivants du crash de la Cordillère des Andes en 72, vu par le cinéaste Juan Antonio Bayona. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il fait un petit détour par l'Irlande avec Roisin Murphy. Faders, c'est le titre et c'est dans la playlist de France Inter. They won't choke the life out my vain jokes. The fun will go on. Oh yeah. Your hands off hater, off my baby's fatal when it comes to
Et nous sommes en Colombie, où des patrouilles de police sont dédiées aux violences faites aux femmes et elles se multiplient à travers le pays. Cette année, notez bien ce chiffre, plus de 300 cas de féminicide enregistrés entre janvier et juillet. C'est ce que dit la Fondation Paz y Réconciliation. Ça veut dire que au moins une femme est assassinée chaque jour. Là, nous sommes à Medellín. La Patrulla Púrpura, la brigade pourpre, est composée en majorité évidemment de policières. Et le reste, c'est Najed Benrabah qui raconte. 14h au parc Guiras, la zone la plus touristique de la ville où se concentre la majeure partie des restaurants, bars et discothèques de Medellín. Des policières en uniforme et avec un pins disant Patrulla Púrpura distribuent des tracts et des bracelets avec le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences. Bonjour, sur ce bracelet que je vous attache au poignet, vous avez le numéro de la ligne d'urgence 123 pour les femmes. Si vous avez besoin d'aide pour un cas de violence, on peut intervenir rapidement. Nous sommes à votre service. Vous savez que cela existait ? Non, mais c'est bon à savoir. Depuis près d'1 an, la patrouille de Medellín multiplie les campagnes de sensibilisation dans la ville. La major Daisy Aponte coordonne cette patrouille de 10 policières et 2 policiers. Cette brigade violette s'occupe des cas de violence fondés sur le genre, comme les féminicides, les violences familiales et les délits sexuels. Nous sommes des femmes à l'écoute d'autres femmes. Les femmes victimes de violences ont besoin d'une attention particulière. Étant nous-mêmes des femmes, on est plus enclin à comprendre leurs douleurs. Elles ont besoin de soutien et non de victimisation à outrance. Nous formons aussi nos collègues pour garantir la meilleure prise en charge possible de ces cas délicats. Depuis 2015, en Colombie, il existe une loi contre le féminicide, la loi 1761, ou la loi Rosa Elvira Celi, du nom d'une des victimes. Pourtant, peu de femmes osent poursuivre en justice leur agresseur. Beaucoup de victimes ne veulent pas engager des poursuites car elles dépendent d'une manière ou d'une autre de leur agresseur, ou elles ont peur pour leur vie, ou elles ne veulent pas détruire la famille quand il y a des enfants. En Colombie, seulement 3,6% des cas ont débouché sur des condamnations. Parmi les victimes, il y a Ana Maria Silva. Son nom et sa voix ont été changés pour garantir sa protection. Une de ses amies a appelé la ligne téléphonique d'urgence 123. Ana n'avait pas la force de le faire pour dénoncer les violences de son ex-petite amie. Dénoncer son agression n'est que la première étape. Le plus dur, c'est de poursuivre le processus pénal dans l'espoir d'obtenir une condamnation de l'agresseur. C'est difficile et douloureux, car on revit sans cesse l'agression. On doit répéter et répéter les faits. Heureusement que ma famille était aussi présente et que je ne dépendais pas de mon ex. Convaincre les victimes de poursuivre leur agresseur peut être un travail de longue haleine. La policière Marie-Hélène Jiménez fait partie de la patrouille violette depuis sa création, depuis près d'1 an maintenant. Une affaire en particulier l'a marquée ces derniers mois. C'était une avocate qui avait à portée de main toutes les connaissances et les moyens de se défendre. Mais elle n'a pas pu le faire car elle n'avait pas réalisé qu'elle était une victime. Pendant 22 ans, elle a subi des violences. Elle a subi des violences physiques, psychologiques et économiques de son conjoint. D'après la policière, son conjoint avait un contrôle total sur elle. Il la serrait si fort qu'il lui laissait des bleus sur le corps. Il lui disait qu'elle était obligée de subvenir aux besoins du foyer et il la surveillait. Toutes les heures, il faisait un appel vidéo pour vérifier sa localisation. Elle ne sortait pas. C'était soit le travail, soit la maison. Il lui disait comment s'habiller, qui fréquenter. C'est un voisin qui nous a prévenus. Il a fallu imaginer un scénario digne d'un film pour l'emmener à la médecine légale et ensuite débuter la procédure d'éloignement et de protection. Début novembre, une autre patrouille a fait la une des journaux, celle de Bogota. Un violeur a pu être arrêté grâce au travail des policières. Elles ont visualisé des heures de caméras de sécurité pour parvenir à l'identifier. Les patrouilles violettes de Medellín et Bogota ne sont pas les seules du pays. Il en existe à Cali, Villavicencio et Montería. Najed Benrabah pour le reportage. L'actualité internationale passée sous les radars et rattrapée au vol par Kevin Dufraîche.
nam spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to Et nous voici kolejny d'abord en przejaw Pologne avec bezprawia. cette scène surréaliste. Mariusz Kaminski, il était ministre de l'Intérieur jusqu'à il y a peu et la récente défaite du parti populiste Droit et Justice en conférence de presse dans la cour du palais présidentiel. C'était hier alors que la police était à l'extérieur du palais prête à les arrêter, lui et l'un de ses proches. Ce qu'elle a fini par faire dans la soirée. Le président Duda, membre du PiS, lui aussi était apparemment absent au moment de cette arrestation. Les deux hommes ont, semble-t-il, cherché sa protection et ça n'aura pas suffi. Arrestation dans le cadre d'une condamnation à 2 ans de prison ferme, tout de même dans une affaire qui remonte à 2007. À l'époque, chef du bureau anticorruption polonais, Kaminski a ordonné une enquête illégale contre un membre de la coalition gouvernementale de l'époque, dirigée par le PiS. L'ancien ministre incarne dans le pays les tendances, disons, autoritaires du parti Droit et Justice. Il estime être un prisonnier politique, dit-il, et il a entamé dès aujourd'hui une grève de la faim en prison. Et nous voici en République démocratique du Congo avec les pilotes de l'élection présidentielle. Oui, malgré les irrégularités et les fraudes constatées par endroits par la commission électorale et d'autres observateurs, la commission électorale qui a tout de même annulé le scrutin dans 2 circonscriptions du pays et le recours d'un candidat pour annuler tout simplement la présidentielle, eh bien la Cour constitutionnelle de la RDC a confirmé la réélection du président sortant. Proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Victoire à plus de 73%. Félix Tshisekedi rempile donc pour un second mandat. La Cour estime que vu l'écart avec les autres candidats, les irrégularités ne peuvent pas changer le résultat. À l'exception de ce recours déposé, donc l'ensemble de l'opposition avait renoncé à saisir cette Cour qu'elle voit comme totalement soumise au pouvoir et qualifie ces élections de simulacre, élections au pluriel puisqu'elles avaient toutes lieu en même temps le 20 décembre dernier, présidentielle, législative et élections locales. Déjà en 2018, des soupçons de fraude avaient entaché l'élection de Félix Tshisekedi. Cela fait maintenant craindre des tensions dans ce pays à l'histoire politique difficile et parfois très violente. Et puis nous sommes en Indonésie avec des chiens sauvés in extremis. Les pattes et les mâchoires attachées, enfermés dans des sacs de riz avec simplement la tête à l'air libre, entassés dans un camion. Voilà ce que l'on voit sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par l'ONG Animals Hope Shelter qui a réussi à intercepter ce camion dans le nord de l'île de Java. Un camion qui transportait plus de 200 chiens destinés à être abattus puis livrés à des restaurants pour être mangés. Des animaux pour beaucoup volés à leurs propriétaires selon les militants. Les croyances sont tenaces dans certaines régions d'Asie où beaucoup pensent que manger de la viande de chien permet par exemple de cicatriser plus vite. Toujours selon les ONG, 1 million de chiens seraient consommés en Indonésie chaque année alors que la loi dans le pays est assez ambiguë puisque la consommation est interdite mais la vente est autorisée. Heureusement, les choses bougent sur le sujet en Asie. Hier, le Parlement sud-coréen a voté l'interdiction du commerce de viande de chien d'ici 3 ans. Les Kevin Dufresne, merci beaucoup. Vous partez sur une note un peu plus festive avec le Buena Vista Social Club. Candela dans Un jour dans le monde. Merci de nous écouter. Un gato tan
Buena Vista Social Club sur France Inter. Candela, Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Demain, il sera au Caire pour y parler notamment de l'après-Hamas à Gaza. Ce soir, vous nous dites pourquoi le véritable plan d'Israël pourrait bien être la relocalisation des habitants de Gaza. Autant dire, Fabienne, une nouvelle Nakba, le déplacement forcé de quelques 700 000 Palestiniens à la création de l'État d'Israël en 1948. Jusqu'ici, on présentait ce projet comme le plan des durs du régime israélien. On pense aux deux ministres d'extrême droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Tous deux souhaitent le retour des colons juifs à Gaza près de 20 ans après leur retrait et pensent qu'il faut pousser les populations de Gaza à quitter l'enclave pour d'autres pays. Mais des ministres réputés plus modérés tiennent à peu près ce langage. Gila Gamliel, chargé du renseignement et membre du Likoud, le parti de Netanyahou, affirme que la migration volontaire est le meilleur programme, le plus réaliste pour l'après-guerre à Gaza. Des députés de la Knesset soutiennent un tel projet et le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui-même aurait plusieurs fois suggéré en coulisses, si l'on en croit la presse, qu'il faut réduire la population de Gaza et pousser ses habitants vers l'étranger. Pourtant, c'est pas une stratégie officielle. Non, le gouvernement israélien répète souvent que les ministres s'expriment uniquement en leur nom. Et de toute façon, tous les responsables ne sont pas du même avis. Par exemple, le cabinet de guerre, c'est 5 hommes, dont Netanyahou, qui prennent les décisions cruciales sur les opérations à Gaza. Ce cabinet de guerre est divisé. Yoav Gallant, ministre de la Défense, qui en fait partie, et entretient, on le sait, des mauvaises relations avec Netanyahou, a proposé un plan pour l'après-guerre la semaine dernière, un plan qui n'inclut pas un déplacement des populations de Gaza. Son projet prévoit une administration palestinienne du territoire et l'absence de civils israéliens dans l'enclave. Une idée plutôt modérée, pas si éloignée de ce qu'envisagent les États-Unis, même si l'autorité palestinienne n'est pas citée. En tout cas, les propositions israéliennes pour l'après-Hamas n'impliquent pas toutes une évacuation de tout ou partie des 2 300 000 habitants de Gaza. Mais il y a d'autres éléments, Franck, qui incitent à penser qu'Israël veut vider Gaza de ses habitants. À commencer par l'ampleur de la catastrophe à Gaza. Plus de 23 000 morts, 70% des habitations détruites. Une situation humanitaire indescriptible, affirme aujourd'hui le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Donc de fait, Gaza devient inhabitable et c'est le résultat des opérations israéliennes. Ensuite, Israël semble en quête de pays pour accueillir des Gazaouis. L'Égypte dit non, mais serait vulnérable aux pressions du fait de l'ampleur de sa dette, selon des responsables israéliens. La presse évoque des discussions avec des pays arabes ou africains, par exemple avec la République démocratique du Congo, qui a dû démentir. D'après Channel 12, Tony Blair aurait été approché par Israël pour jouer le rôle de médiateur avec des États arabes en vue d'une relocalisation des habitants de Gaza. Le Britannique dément lui aussi. 2 députés, Danny Danon et Ram Ben Barak, ont signé une tribune dans le Wall Street Journal invitant l'Occident à accueillir des réfugiés gazaouis. En clair, l'idée d'un déplacement des populations de Gaza, de leur réinstallation volontaire, dit-on en Israël, s'installe. Et pour la combattre, il faudra bien plus que des démentis et des protestations. Franck Madvon, merci beaucoup. Le mercredi, c'est cinéma et c'est le choix de Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde. Le cinéma en VO, Corinne, qui revient donc avec ce film sur le terrible accident survenu dans les années 70, le crash dans la cordillère des Andes du vol Air Force 571 avec 45 passagers, une poignée seulement ont survécu et attendu l'arrivée des secours. 72 jours au milieu des morts, pas de nourriture, le froid, une odyssée hors norme, traumatisante, dont s'est emparé donc pour Netflix le cinéaste Juan Antonio Bayona. Ça s'appelle Le Cercle des Neiges et c'est vraiment votre recommandation de la semaine. Alors j'espère que vous avez chez vous une très grande télé, Fabienne, pour prendre toute la mesure des lieux où s'est produit le crash. Le cœur aussi bien accroché car le résultat est ultra réaliste et surtout très immersif. Il y a déjà cette histoire dont on a tous lu un jour les détails
bataille dans la presse. Ces joueurs d'une équipe de rugby partis d'Uruguay disputer un match le 13 octobre 1972, qui ne sont jamais arrivés au Chili. Leur avion s'est crashé dans la cordillère des Andes. Pour survivre, les rescapés ont dû manger les morts. Ils n'ont pu être secourus qu'au bout de 72 jours. C'est une histoire qui a déjà fait l'objet d'un film avec Ethan Hawke dans les années 90. Ça s'appelait Les Survivants. Et ce qui le différencie de la version aujourd'hui de Juan Antonio Bayona, eh bien c'est le réalisme, la restitution quasi clinique des faits, avec une partie des images tournées sur les lieux du crash, dans une immensité de blanc, de silence, de la neige et des montagnes à perte de vue, un cadrage aussi ultra serré sur les personnages. On est vraiment avec les survivants plus près de ce qu'ils endurent, le froid, la nuit jusqu'à moins 30 degrés, la faim, la peur, le doute, la peine. Ils étaient 45 au départ de l'avion, 27 au 8e jour de l'attente des secours. Ce décompte des morts, on va le faire avec eux jusqu'au moment de la délivrance, 2 mois et 12 jours après le crash. Conditions de tournage, vous l'imaginez, assez intenses. Si no comemos, nos vamos a morir. Creo que era importante hacer una película que fuera muy inmersiva. Ce qui me semble important, c'est de donner un point de vue immersif. Les conditions physiques et le contexte géographique sont essentiels pour qu'on puisse accéder à l'idée d'en arriver à se manger les uns les autres. On ne peut les comprendre vraiment qu'en s'approchant au plus profond, au plus près. Et effectivement, les acteurs ont vécu seuls, loin de leur maison pendant 6 mois. Ils ont réellement vécu la faim, ils ont eu froid. Et il était nécessaire, en fait, pour que cette idée soit acceptable, de la vivre et de le ressentir au plus profond. Alors Corinne, 16 passagers du vol sur 45 au total auront survécu dans ces conditions terribles, sacrifice terrible qu'on a beaucoup de mal à imaginer. Comment le film restitue-t-il la dimension humaine et puis surtout ce tabou ultime, manger l'autre? Ça fait 10 ans que Juan Antonio Bayona réfléchissait à une adaptation de cette histoire. Depuis The Impossible, son film inspiré du tsunami en Thaïlande en 2012, il avait découvert à ce moment-là le livre d'un journaliste uruguayen, Pablo Vierci, sur cette odyssée de la mort, Le Cercle des Neiges, qui a guidé son écriture dans une optique plus spirituelle, donné son nom aussi au film. Juan Antonio Bayona voulait, c'était son obsession, donner la parole aux morts. Et pour ça, il a rencontré les survivants, les familles des victimes, tourné avec eux des dizaines d'heures d'entretien pour interroger dans un récit à la première personne la folie de manger ses semblables, la quête du pardon. C'est très intéressant de prendre ce point de vue parce que, en fin de compte, les morts n'ont pas eu l'occasion de raconter cette histoire. Ce qu'on en sait, c'est à travers les survivants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a peut-être échappé et qui est beaucoup plus intéressant, qui va porter sur une autre vision du sacrifice, une portée spirituelle, plus morale, et qui va nous faire regarder ce qui s'est passé intérieurement. On prend le contre-pied de ce que nous propose Hollywood. L'idée étant, si on donne énormément, on va s'en sortir, on va s'en tirer. Ici, il y a des gens qui ont donné énormément et qui ne sont pas revenus. D'autres ont donné peut-être un peu moins et s'en sont tirés. Et mon souhait était de donner la voix à ceux qui n'ont pas pu raconter. Et du coup, en changeant de point de vue de cette manière et en passant à celui qui donne, on désactive tout ce côté morbide et sensationnel. On va vers plutôt une ascension spirituelle qui met à l'honneur plutôt les liens, l'amitié, l'amour. Voilà, ça s'appelle Le Cercle des Neiges. Corinne, signée Juan Antonio Bayona, à voir donc sur Netflix. Merci beaucoup. La suite du 18-20, c'est le journal de 19h présenté par Hélène Philly, comme chaque soir. Juste après, il y aura le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Aujourd'hui, à moins de 200 jours des JO de Paris, Philippe, on regarde les smicards du sport. Ouais. Ceux qui se battent pour vivre de leur sport. Tony Estanguet, le patron de ces Jeux de Paris, était sur France Inter ce matin. Moi, j'étais gamin à 10 ans, j'ai regardé les Jeux à la télévision. C'est ça qui m'a donné envie, c'est des Carl Lewis, c'est des Michael Jordan, c'est des gens comme ça qui m'ont inspiré. On a envie que les Jeux de Paris montrent quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors oui, les grandes stars du sport, formidables, les Jeux, une grande fête, bien sûr, on est tous d'accord, mais d'une Olympiade à l'autre, tous les sportifs n'ont pas de quoi vivre, n'ont pas les moyens suffisants pour travailler sereinement et progresser. On parle de ça ce soir au Telson. Je pense qu'on va appeler Emmanuel dans le Var, mère d'un jeune de 22 ans, passionné de sport, du golf, diplômé de sport, nous dit-elle, après le bac. Il commence dans le milieu pro.
trop. Il est confronté à des problèmes financiers. Ce sont des jeunes qui se battent, nous dit-elle, pour trouver des financements et doivent revoir à la baisse leurs espoirs. 01 45 24 7000, c'est le même chemin par WhatsApp pour vos notes vocales et pour vos messages avec les pouces. Voilà, allez.